Les mesures précises et les tolérances calibrées avaient toujours été les marques de caractère de Warren Koninkaid. Il passait ses journées en tant que mécanicien en chef de la nouvelle colonie minière de Ganymède à s'occuper des extracteurs de deutérium des processus atmosphériques et du bourdonnement incessant des machines qui soutenaient la vie de 3000 personnes sur une lune qui n'aurait jamais dû être habitable. La colonie s'étendait comme une toile de métal sur la surface rouillée de Ganymède, avec des habitations en forme de dôme, reliées par des passages pressurisés qui serpentaient entre les lacs de méthane et les geysers de glace. C'était une vie honnête, mais brutale pour la plupart des colons. C'était un moyen pour Warren d'oublier les souvenirs qu'il ne pouvait pas changer, peu importe ses efforts. Après le décès d'Iris, 3 années s'écoulèrent. Même s'ils étaient stationnés à 200 millions de kilomètres de la Terre, avec des installations médicales qui ne pouvaient pas gérer une fracture, encore moins un mélanome de stade 4, le cancer avait été agressif et impitoyable. Son intellect autrefois brillant s'éteignait comme un réacteur nucléaire, et Warren ne pouvait qu'assister à sa mort désespérée. Avec la désespoir d'un homme tentant de fuir la tristesse, Warren se jeta dans son travail après les funérailles qui se déroulèrent dans le petit dôme d'observation surplombant les tempêtes tourbillonnantes de Jupiter. Rien n'avait changé depuis le départ d'Iris, son appartement. Son café, ses notes étaient encore éparpillées sur le bureau où elle avait organisé leur retour sur Terre, et la tasse restait sur le comptoir. Cela faisait 16 heures qu'il était rentré chez lui. Le matin de l'incident avait commencé normalement. Dans le compartiment de maintenance, Warren se réveilla à 0500 heures, le dos douloureux, à cause du lit qu'il avait placé près du générateur principal pendant son sommeil, tout en observant nonchalamment que sa barbe avait dépassé les limites réglementaires. Il éclaboussa de l'eau recyclée sur son visage et enleva sa combinaison tachée de graisse. Un paquet de café reconstitué qui avait un goût de plastique brûlé avec une pointe de regret était chauffé tandis que les systèmes automatiques de la colonie émettaient leurs rapports matinaux. Voilà, on y retourne encore une série de problèmes à résoudre. Même une autre nuit, il resterait chez lui. Habitat 7, le cœur commercial et résidentiel de la colonie, était sa destination lorsqu'il émergea dans le hall principal. Le cycle de l'aube artificielle vient de commencer. Pour créer l'illusion d'un lever de soleil que la surface de Ganymède ne connaîtra jamais vraiment des écrans. LED s'allume progressivement. Des légumes cultivés en hydroponie au whisky terrestre, illicites, les vendeurs montaient des stands offrant de tout. Les mineurs passaient en boitant leur quart de travail touchant à peine à sa fin. Leur visage trahissait leur fatigue et la rougeur qui, malgré la protection, est une marque de l'exposition aux radiations. Alors qu'il passait en courant devant des adultes, en se rendant à l'école de la colonie Warren, sentit son cœur se serrer au son des rires des enfants, résonnant sur le toit incurvé. Quand il l'a entendu, il traversait l'intersection pour se rendre dans le quartier industriel. Un bruit qui tranchait à travers la symphonie des portes pneumatiques et des systèmes de ventilation. C'étaient de véritables sanglots, pas les pleurs irrités d'un enfant fatigué, ou les lamentations éméchées d'un mineur qui avait perdu tout son argent au casino. Quelque chose d'incompréhensiblement primordial et teinté de désespoir hurlait une perte incompréhensible. Warren s'arrêta en plein milieu de sa promenade. Sa réaction initiale fut de continuer à marcher. Les histoires tragiques abondent dans la colonie. La monotonie écrasante de l'existence frontalière brisait les relations, les corporations séparaient les familles, et les aspirations étaient reportées jusqu'à ce qu'elles se solidifient en une amère colère. Malgré son meilleur jugement, il fut influencé par ce cri, comme s'il s'agissait d'une anomalie gravitationnelle déviant son cours. Il suivit le son dans un couloir qui assurait la maintenance des systèmes de l'habitat, qui maintenaient le support de vie en marche. Les tuyaux couverts de condensation gouttaient et les conduits électriques pulsaient d'une électricité à peine contenue. Ces couloirs n'étaient pas conçus pour la circulation générale. Ils étaient également faiblement éclairés et étroits. L'air était épais d'humidité et avait une odeur métallique qui provenait de l'air recyclé combiné à des lubrifiants industriels. Les pleurs semblaient venir de quelque part dans cet espace exigu où un homme adulte était pressé contre une boîte de jonction. Selon les normes humaines, elle aurait pu avoir 7 ou 8 ans, mais avec des créatures non humaines.
Il était toujours difficile de savoir. Sa peau possédait une délicate iridescence avec des écailles qui absorbèrent la faible lumière et la reflétaient en de délicats motifs bleus et verts. Si on pouvait les décrire comme des cheveux, ces mèches seraient plus précisément décrites comme de minuscules brins cristallins qui semblaient répondre de manière autonome aux champs électromagnétiques. Les petites cornes de son espèce, qui étaient des projections osseuses, sortirent de son front. Warren préférait ne pas mentionner le nom de la substance qui avait décoloré et déchiré ses vêtements, les réduisant en lambeaux. Ses pieds, que son espèce utilise pour traverser des terrains difficiles, étaient exposés, révélant d'épais coussinets de cuir. Ce n'était pas le bébé, cependant, qui avait glacé le sang de Warren. Elle tenait ce qui semblait être une version miniature d'elle-même, un garçon peut-être âgé de 3 ou 4 ans, dans ses bras fragiles. Les écailles du chi s'étaient usées, et elles étaient maintenant d'un gris terne. Il n'y avait aucun mouvement de sa petite poitrine. Il avait les yeux fermés. Les fines membranes qui recouvraient les yeux se tendaient. Une petite queue qui aurait dû se courber et frétiller restait immobile contre le sol, et les petits doigts pendaient sans vie. La fille leva ses grands yeux dorés pour rencontrer ceux de Warren. Ses pupilles étaient verticales. Un être si jeune ne pouvait contenir l'immense angoisse qui le consumait. Ses écailles se trahissaient ses émotions, alors qu'elle pleurait ses larmes, reflétant la lumière crue. Sa petite voix cassée portait l'accent de quelqu'un pour qui l'anglais courant était une seconde langue quand elle parlait. « Excusez-moi, monsieur. »« Humain » murmura-t-elle, sa grammaire truffée d'erreurs, mais compréhensible. « Pourriez-vous m'aider à enterrer mon frère ? Il est devenu immobile la nuit dernière et est maintenant extrêmement froid. Je ne peux pas me permettre une cérémonie digne de ce nom, mais je jure de travailler dur et de vous rembourser quand je serai plus âgé. S'il vous plaît, il mérite mieux que ce couloir. » Les mots frappèrent de Warren comme un événement de décompression soudain et dévastateur. Il fut paralysé pendant un instant, incapable de bouger ou de penser. Malgré ses prières urgentes à un Dieu auquel il avait cessé de croire depuis longtemps, tout ce qu'il pouvait voir était Iris dans ses derniers jours, sa paume devenant froide dans la sienne et les moniteurs affichant une ligne plate. Encore une fois, le sentiment écrasant d'impuissance et la terrible réalisation de la domination ultime de la mortalité le submergèrent. Mais il fit quelque chose. Il avait survécu à 12 catastrophes spatiales, alors peut-être que c'était l'instinct de résolution de problèmes de son cerveau mécanique. Peut-être que c'était le lambeau d'humanité qui avait réussi à surmonter son chagrin. Pour une raison quelconque, Warren fut forcé de s'agenouiller, ses articulations douloureuses et sa combinaison humide le trahissant. Il dit « Quel est ton nom ?»« Qu'est-ce ça ?» proclama-t-elle, son regard brillant, fixé sur son visage tout le temps. « Ren est mon frère. Qu'en est-il de Ren ?» De nouveaux sanglots accompagnaient l'ajustement. Warren hocha lentement la tête. « J'ai besoin d'un moment pour examiner ton frère Kessa. » Warren, se souvenant de sa formation en secourisme de l'existence d'un analogue corrodé chez les Dracari, pressa 2 doigts sur le côté du petit cou dans sa quête. Rien ne se passa pendant longtemps. Un cœur battant martelait en lui. Puis cela aurait pu être son imagination car c'était si faible. Pour lui, c'était palpable. Il y a indéniablement un pouls, bien qu'il soit faible et irrégulier, comme une pompe défaillante, essayant de faire circuler du fluide à travers des conduits endommagés. Un regard d'une passion inattendue traversa le visage de Warren alors qu'il fixait Kessler. « Mon frère n'est pas mort !» s'exclama-t-il. « Il s'accroche à la vie à peine. Quand a-t-il pris son dernier repas ? Vivant, mais il ne se réveille pas, dit Kessler, son visage trahissant un mélange d'espoir et d'incrédulité. Depuis la nuit dernière, il s'est abstenu d'ouvrir les yeux. Pendant 3 jours, nous avons eu faim. Il y a seulement 4 jours, je lui ai tendu la dernière barre nutritionnelle que j'avais découverte dans les bacs de recyclage. À un moment donné, j'ai même fantasmé qu'il était parti rejoindre sa mère dans les cieux. Quand un réacteur commençait à surchauffer ou qu'une brèche dans la coque mettait en danger une section, l'état mental de Warren passait en mode d'urgence. Il récupéra son communicateur, un appareil usé, rafistolé, avec du ruban adhésif, et sa propre détermination acharnée, et alluma le canal médical d'urgence. « Bonjour, je suis Koninkade, le chef de la maintenance. Le couloir de service 12, jonction Alpha 47, est le théâtre d'une urgence pédiatrique. Un enfant Dracari de sexe masculin, âgé d'environ 3 ou 4 ans, est inconscient mais a un pouls faible.
Il pourrait souffrir de malnutrition sévère et d'hypothermie. J'ai besoin d'un transport rapide vers la baie médicale. Il attendit un moment avant d'ajouter avec une intensité qui le prit au dépourvu. De plus, contactez le docteur Yumiko Sato. Veuillez lui transmettre ma demande personnelle d'assistance et l'urgence de la situation. Une femme appelée Williams, qui semblait être une pensionnaire, répondit aux questions du répartiteur avec une efficacité bureaucratique. Il y a une grave pénurie de personnel médical, Cade. Sur le site Omega, il y a une catastrophe minière en cours en ce moment. Es-tu sûr que cela ne peut pas attendre? Warren a rudement désapprouvé. Nous ne pouvons plus le retarder. Sans aide, ce gamin ne tiendra pas une heure. Préviens immédiatement l'équipe de traumatologie. Puis il y eut un silence. Williams comprenait suffisamment bien Warren pour savoir quand il était têtu. Apprécier les efforts de l'équipe pour l'envoi, l'heure d'arrivée prévue est de 6 minutes. Warren a reporté son attention sur Kessa, qui le regardait avec admiration comme s'il venait d'accomplir un miracle, et a fermé le canal. « Écoute attentivement ce que je vais te dire », ordonna-t-il d'une voix basse et urgente. Alors que Kessa acquiesçait ses petites mains, agrippèrent instinctivement la manche de Warren, signe qu'elle comprenait la gravité de la maladie de son frère et l'importance de l'emmener dans un endroit où il pourrait recevoir des soins médicaux. « Je ne peux pas le laisser. Il m'a aussi. » Les défenses émotionnelles soigneusement construites de Warren commencèrent à s'effondrer. « Je veillerai à ce que vous restiez unis, promit-il, même s'il avait le pouvoir légal de le faire. Ce qui est plus important en ce moment, c'est que nous le gardions au chaud. » Warren ne ménagea aucun effort en retirant son sous-vêtement thermique, un tissu synthétique conçu pour garder le porteur au chaud dans le climat glacial de Ganymède, et l'enveloppa délicatement autour du garçon. Le visage de Ren, bien que malade, était serein et symétrique, comme ceux de son espèce, et il secoua la tête comme pour indiquer qu'elle n'avait rien, ni couverture, ni manteau. L'équipe médicale a envahi le couloir en 4 minutes, et non en 6, brandissant des scanners portables et une civière flottante. Le chef paramédical, un homme trapu nommé Justin, a jeté un coup d'œil à Ren et son attitude professionnelle s'est affûtée. De près, Warren pouvait distinguer les petites plaques d'écailles qui avaient commencé à se détacher à cause de la malnutrition et le léger gonflement des articulations qui indiquait d'une carence en protéines. Selon Warren, la durée pendant laquelle Ren a été dans cet état est inconnue. Sa sœur a rapporté qu'il avait cessé de répondre hier soir et il n'y a pas eu de nourriture depuis au moins 3 jours et peut-être plus longtemps. Justin hocha la tête en signe d'accord et lui et ses collègues travaillaient déjà à fixer Ren sur la civière et à établir une ligne intraveineuse avec une efficacité pratique. « Nous devons bouger », dirent-ils. La lecture systolique du jeune homme est basse. Le ton de Warren ne laissait aucune place à la discussion lorsqu'il déclara « La fille l'accompagne ». Justin jeta un coup d'œil à Kessa qui tremblait visiblement, mais faisait preuve de courage. « D'accord, tant qu'elle ne le gêne pas. »« Tu viens avec nous, Cade ?» demanda Justin. Justin demanda. En effet, l'évacuation vers la baie de l'hôpital était un tourbillon de colons écrasés et d'expressions inquiètes, alors que l'équipe d'urgence se faufilait. Certains murmuraient des prières, tandis que d'autres fixaient avec l'intérêt malsain qui accompagnait des vies à la fois trop ennuyeuses et trop risquées. Kessa serrait fermement la main de Warren, ses doigts engourdis par des années de labeur physique, et la prise aurait été terrible si ce n'était pas pour la souffrance. Ses lèvres bougeaient dans un mouvement qui aurait pu être une prière en langue dracari, mais elle restait silencieuse, son regard fixé sur le corps sans vie de son frère. La salle médicale de New Ganymede était un exemple de design fonctionnel, avec ses surfaces blanches et son équipement en acier inoxydable qui représentait le strict minimum nécessaire pour maintenir une colonie frontalière opérationnelle. Le docteur Yumiko se tenait à l'entrée, ses yeux sombres, perçant derrière des lunettes à monture métallique qu'elle portait plus pour l'apparence que pour autre chose. Sa voix était coupante, mais pas désagréable, lorsqu'elle s'adressa à Cade, expliquant qu'elle était surprise que William ait mentionné que tu demandais une faveur, car elle était l'un des rares médecins sur Ganymède avec une formation en xénobiologie. Elle avait passé 5 ans à la station de recherche médicale de Titan avant d'accepter le poste mieux rémunéré, mais moins prestigieux sur Nouveau Ganymède. Ignorant le commentaire, Warren demanda « Pouvez-vous le sauver ?»
L'expression du docteur Stowe changea alors qu'elle évaluait l'état de Ren. Son évaluation professionnelle fut approfondie et immédiate. Emmenez-le dans la salle de traumatologie 2. D'autres tests, y compris un bilan métabolique et des antibiotiques à large spectre, ont été ordonnés. Les yeux du médecin se plissèrent alors qu'elle demandait « Où sont les parents ?» La voix de Kessler était à peine audible. « Mère est décédée il y a 6 mois d'une maladie des poumons. Père, nous ne l'avons jamais connu. Il est parti avant que Ren n'éclose. » Warren expliqua que Kessa s'occupait de l'enfant en raison de sa défaillance multiviscérale. Le visage de Stowe commença à s'adoucir légèrement. « Je vois. » Puis avec une intensité inattendue, Kessler prit la parole. « Votre frère doit survivre. Il est tout ce que j'ai. Les 12 heures suivantes seront cruciales et vous devriez vous préparer au pire. » Elle s'abaissa au niveau de Kessler et murmura « Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir. Mais tu dois comprendre, son corps est resté trop longtemps sans une nutrition adéquate. Ses organes sont endommagés. » L'émotion brute de l'enfant sembla vaincre le détachement clinique du docteur Stowe alors qu'elle plaidait pour le sauvetage de l'enfant. Alors que le personnel médical emmenait Ren dans la salle de traumatologie, à travers les portes stériles, le couloir semblait étrangement vide. Kessa se tenait là, son petit corps tremblant des larmes, coulant sur ses joues écailleuses. Et Warren observait l'échange, se sentant comme un intrus dans un moment intensément privé. Elle semblait complètement désorientée comme une petite fille, jonglant avec trop de responsabilités. Warren tendit la main et toucha son épaule sans réfléchir. Elle recula d'abord, puis sembla céder à ses sentiments, la tête baissée par la peur et l'épuisement. « Je suis désolée, » murmura-t-elle. « J'ai fait de mon mieux pour m'occuper de lui. Ma mère m'a admonesté de veiller sur lui. Ma performance a été inadéquate. »« Tu n'as pas échoué, » remarqua Warren, son ton plus dur qu'il ne l'avait voulu. « Tu as préservé sa vie quand d'autres auraient abandonné. Tout cela est grâce à toi. » En le regardant, les yeux dorés de Kessler sondaient son visage comme pour discerner s'il était sincère ou simplement gentil. Cela demande une force que la plupart des adultes n'ont pas. « As-tu l'intention de régner ?» demanda-t-elle, la voix remplie de peur. Warren réfléchit à la maintenance du réacteur, à laquelle il était censé s'occuper, au rapport qu'il attendait sur son bureau, et à la douzaine de petits incendies qui nécessitaient une extinction constante. Il se souvint ensuite de la mort solitaire d'Iris, alors qu'il était piégé dans un puits de mine lors d'un éboulement, et de son incapacité à lui tenir la main dans ses derniers moments. Il s'assit dans la salle d'attente, sans charme, avec des chaises inconfortables et des magazines obsolètes sur la Terre qui semblaient se moquer de la réalité de leur existence sur une lune gelée. La culpabilité le rongeait depuis 3 ans, une force corrosive qu'aucune quantité de travail ne pouvait neutraliser. « Je vais rester, » dit-il. Un mineur avec un doigt cassé, un enfant avec une infection respiratoire et une femme avec des brûlures dues à une fuite de liquide de refroidissement faisaient partie des autres patients qui venaient et repartaient. Le personnel médical de la colonie s'occupait du flux apparemment sans fin de catastrophes mineures, résultat inévitable de la vie, dans un environnement activement hostile à la santé humaine, avec une déficience de pratique. Les heures passèrent. Assise recroquevillée dans son fauteuil, Kessler s'enquérait de temps à autre de l'équipement médical visible à travers les fenêtres des procédures des médecins et si son frère inconscient pouvait ressentir de la douleur. Warren répondait du mieux qu'il pouvait en s'appuyant sur les connaissances médicales fondamentales nécessaires à toute personne travaillant dans un environnement dangereux. « L'aimais-tu beaucoup ?» demanda-t-il, sa voix s'éteignant, alors qu'il se souvenait d'Iris qui avait été botaniste et avait travaillé sur des souches de culture capables de pousser en faible gravité et qui chérissait la vue de Jupiter depuis le dôme d'observation. « Oui » répondit Warren simplement. « Plus que je ne pourrais l'exprimer » demanda Kessa, sa voix à peine audible. « La chose qui nous distingue des autres créatures, selon maman, c'est l'amour. C'est la différence entre les humains sensibles et les simples survivants. » Remarqua Kessa, sa mémoire floue. « L'amour rend tout valable, peu importe à quel point cela devient difficile. Ta mère avait raison. Elle avait aussi tort, dit Kessa, sa voix devenant dure avec une amertume inhabituelle pour quelqu'un d'aussi jeune. L'amour ne l'a pas sauvée. Il ne l'a pas empêchée de tomber malade. Il n'a pas empêché la clinique de refuser de la soigner parce que nous ne pouvions pas payer. L'amour ne suffit pas. » Warren resta silencieux à ce moment-là, incapable de répondre,
puisqu'il avait passé 3 ans à croire la même chose. Deux esprits brisés liés par la perte et la lueur d'espoir que la mort ne triomphera peut-être pas cette fois-ci. Le docteur Sarto sortit de la salle de traumatologie à ce qui semblait être bien après minuit sur l'horloge de la colonie. Son apparence normalement impeccable était négligée et elle semblait fatiguée. Cependant, le cœur de Warren s'emballa en réponse à une partie non dite de sa déclaration. « Il est vivant. À peine mais vivant. » Elle continua en disant qu'ils avaient stabilisé ses signes vitaux et commencé une thérapie nutritionnelle et que les 2 prochains jours seraient cruciaux car son foie était en défaillance et il y avait des preuves de dommages neurologiques dues à une hypoglycémie prolongée. Le docteur Stowe fit une pause avant de hocher la tête. « Puis-je le voir ?» dit Kessler avec un mélange de soulagement et d'inquiétude. Il n'est pas conscient, mais des études ont montré que même les patients comateux peuvent parfois ressentir la présence de leurs proches. Cela pourrait aider, continua le docteur Stoneren, était allongé sur un lit qui semblait excessivement grand pour son petit corps avec des tubes et des capteurs fixés à son corps. Sa poitrine bougeait mécaniquement en réponse aux respirations d'un ventilateur et elle les guida dans l'unité de soins intensifs, une petite pièce remplie d'équipements de surveillance et du doux bip des systèmes de maintien en vie. « Je suis la reine », murmura-t-elle en Dracari, « et tu es en sécurité maintenant. » L'éclairage dur rendait ses écailles presque translucides, révélant le réseau de vaisseaux sanguins en dessous. Kessa s'approcha lentement du lit, comme si elle avait peur de le déranger. D'une petite main, elle tendit la main et toucha doucement les doigts de son frère. La personne généreuse nous a aidés. Warren recula pour leur laisser de l'espace, mais il ne put s'empêcher de remarquer les épaules tremblantes de Kessa et les larmes qui tombaient sur les draps stériles. Le docteur Sato se tenait à ses côtés, les bras croisés, son expression illisible. « Elle s'occupe de lui toute seule », murmura le médecin. « Il semble que ce soit le cas, étant donné que leur mère est décédée. À son âge, cela fait 6 mois qu'elle survit dans les rues. » Le docteur Mato secoua la tête. « La résilience des enfants m'étonne, et cela me met en colère qu'ils doivent développer une telle résilience. » Warren s'est renseigné sur les prochaines étapes, et maintenant, les services de la colonie sont impliqués. Ils enquêteront sur les conditions de vie, les circonstances entourant l'expulsion des 2 enfants. Dracari de leur domicile sur une colonie humaine effectueront des évaluations et placeront probablement les enfants dans l'orphelinat de la colonie jusqu'à ce qu'un parent ou un tuteur approprié puisse être trouvé. Warren a parlé franchement de l'orphelinat, le qualifiant de cauchemar en raison de son sous-financement et de son manque de personnel et du fait que les enfants y restent souvent jusqu'à l'âge de travailler dans les mines. Je sais, Dr. Warren resta silencieux en observant les chuchotements de Kessler à son frère et les moniteurs surveillant le rythme cardiaque délicat du petit corps. Un changement se produisit en lui lorsque Stowe parla d'une voix tendue, mais quelle autre option y avait-il? Nous ne pouvons tout simplement pas permettre aux enfants de vagabonder dans les couloirs sans surveillance. « Je veux aider », répondit-il, ces mots le surprenant même. Dr. Sato haussa un sourcil. La sensation était maladroite comme un joint gelé qui bouge après des années d'immobilité. C'était la première fois qu'il se souciait de quelqu'un ou de quelque chose d'autre que lui-même depuis la mort d'Iris. « Vous êtes un homme bon avec un bon cœur, mais vous ne pouvez pas assumer la responsabilité de 2 enfants étrangers orphelins. Le moins que je puisse faire est de m'assurer qu'ils ne finissent pas dans le système. Comment puis-je aider ? Je ne sais toujours pas, mais elle a sauvé son frère alors qu'elle aurait pu abandonner. Vous travaillez toute la journée, tous les jours. Vous êtes si négligent envers votre propre santé. Pour quelle raison croyez-vous pouvoir offrir aux enfants un endroit sûr à appeler chez eux ? Je ne suis pas sûr de pouvoir le faire, dit Warren. D'un autre côté, je suis conscient du sort qui attend les orphelins. Quand personne ne tente sa chance, je sais ce qui se passe. Ne pas continuer entraînerait l'impardonnable d'Iris. Après l'avoir attentivement observé, le docteur Sato laissa échapper un lourd soupir. En toute probabilité, vous êtes à la fois courageux et naïf. Les obstacles bureaucratiques pour la tutelle interespèce sont considérables. Donc si vous êtes sérieux à ce sujet, vous devrez consulter les services de la colonie et engager un avocat. Ensuite, je consulterai un avocat. Des changements inattendus se sont produits dans la vie de Warren au cours des jours suivants. Pendant ces pauses, il s'asseyait avec Kessler à l'hôpital pendant qu'elle veillait sur son frère,
Il ne cessait jamais de travailler. Au fil du temps, la santé de Ren a commencé à s'améliorer. Le 3e jour, le ventilateur a été retiré et un masque à oxygène a été mis à sa place. Ses signes vitaux sont revenus à la normale. Des résultats plus encourageants sont apparus lors des tests neurologiques que tout le monde avait anticipés. Ses yeux brillants et perplexes ont parcouru la pièce jusqu'à ce qu'il se pose sur le visage de sa sœur le 5e jour. Kayser en Europe. À cause du tube respiratoire, sa voix était si faible qu'elle était à peine audible. D'une voix tremblante de bonheur et de plaisir, elle a assuré à son jeune frère « Je suis là et tu es en sécurité. Notre sécurité est assurée. » Quand Ren posa les yeux sur Warren, le petit garçon ne montra aucun signe de peur. Au lieu de cela, il demanda avec la curiosité innocente d'un enfant « Qui est le grand humain ?»« C'est lui qui t'a sauvé », répondit Kessa, tandis que Warren essayait de comprendre son expression. Monsieur Warren Kincaid est son nom. Ren a exprimé sa gratitude à Monsieur Kincaid avec l'accent mesuré d'une personne éduquée. Kayser ajoute « Vous êtes très gentil ». Warren sentit un nœud se former dans sa gorge. Même si Ren faisait des progrès dans sa convalescence, une nouvelle guerre commençait. De rien, Ren. Concentrez-vous simplement sur votre rétablissement. Toute la force de l'apathie bureaucratique a été mise en œuvre par l'implication des services de la colonie. Patricia Valdez, une assistante sociale, s'est présentée à l'hôpital le 7e jour avec une tablette de données et un regard qui trahissait son incapacité à être émue par un cas particulier en raison de sa vaste expérience en matière de souffrance humaine. « Monsieur Kincaid, dit-elle d'une manière objective et professionnelle. « Docteur, je sais que tu essaies d'aider les mineurs Drakari par bonté de cœur, mais il y a certaines choses que tu dois savoir avant de pouvoir faire quoi que ce soit de ce genre. La colonie a une liste de familles cherchant à adopter ou à accueillir des enfants. Et Sarto a dit que vous étiez intéressé à les aider. Malheureusement, nos ressources sont limitées. Nous faisons de notre mieux avec ce que nous avons. Mais je ne peux pas simplement donner 2 enfants orphelins à la première personne qui se présente, peu importe ses bonnes intentions. Beaucoup de ces familles sont Drakari, donc elles peuvent fournir des soins culturellement appropriés. Warren demanda sa voix plus tranchante qu'il ne l'avait voulu pourquoi les enfants étaient dans la rue depuis 6 mois. L'expression de Valdez se durcit. « Êtes-vous prêt à relever les défis de la tutelle interespèce? Je suis impatient d'apprendre sur la physiologie des Drakari, les normes culturelles et les restrictions alimentaires. Si vous êtes sérieux à ce sujet, il y aura des vérifications d'antécédents, des évaluations psychologiques, des inspections de domicile et un long processus juridique. » Après lui avoir fait un bref examen, Valdez griffonna quelques notes sur son bloc de données et dit « Je vais programmer les évaluations préliminaires. En attendant, les enfants devront être temporairement placés en garde. L'orphelinat de la colonie a de la place. » Warren répliqua avec colère « Non, ils restent avec moi. » « Ce n'est pas comme ça que ça marche, Monsieur Kincaid. Changez la façon dont ça marche. » hurla Warren, sa colère débordant. « Ces enfants ont traversé l'enfer. Je vais prendre un congé personnel et m'occuper de tout ce qui doit être fait, mais ils ne seront pas envoyés à l'orphelinat. » Valdez était sur le point de protester, mais le docteur S intervint à ce moment précis pour les empêcher d'être forcés à vivre un autre cauchemar institutionnel pendant que nous attendions le traitement des formulaires. « J'ai une chambre supplémentaire dans mes quartiers. Patricia, pourrions-nous avoir une conversation privée ?» Les 2 dames disparurent dans le couloir, laissant Warren réfléchir à ses idées. En regardant par la fenêtre, il remarqua Kayser en train de lire à voix haute à son frère un livre pour enfants qui leur avait été donné par l'une des infirmières. Sa voix était si expressive, elle donnait à chaque personnage une voix distincte, et Ren, qui était faible, ne pouvait s'empêcher de rire. Le docteur Stowe a proposé de servir de superviseur médical pendant toute la période d'évaluation et a garanti votre réputation. Quand Valdez revint, son expression était soigneusement contrôlée. Le son de ce rire était comme une clé tournant dans une serrure que Warren avait supposé sceller de manière irrévocable. Les formalités administratives qui ont suivi étaient des ridiculement compliquées, nécessitant des signatures en triple exemplaire, des déclarations d'intention, des renonciations à responsabilité et des reconnaissances de responsabilité. Cependant, en raison des circonstances inhabituelles,
Je suis disposé à approuver un placement d'urgence temporaire jusqu'à la fin de l'évaluation formelle. Monsieur Konenked, veuillez comprendre qu'il s'agit d'un arrangement probatoire et que ces enfants seront retirés de votre garde si vous commettez une erreur.